Okay. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre première conférence sur les droits de la nature. Première conférence de lancement sur les droits de la nature. Quelques mots pour commencer. Nous sommes en ligne sur Zoom et sur Facebook. Donc pour les francophones, on vous invite, et qui ne parlent que français, on vous invite à rester sur ce Zoom parce que c'est ici qu'il y a la traduction. On va parler en anglais. Et si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, on vous invite par contre à aller sur Facebook pour ne pas surcharger le Zoom. So I switch in English. Hello everyone, welcome to all of you. We're really happy. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet événement. Nous sommes live sur Zoom et Facebook. Nous invitons tous les participants qui parlent et comprennent l'anglais à nous suivre sur Facebook, alors que ceux qui parlent français et polonais peuvent suivre la conférence ici sur Zoom. Vous avez les langues disponibles d'interprétation, donc vous pouvez choisir le français, anglais, mais portugais. Mais sachez que portugais et polonais dans notre cas. Donc, si vous parlez polonais, je vous invite à sélectionner l'interprétation portugaise. L'interprétation, donc le portugais et le polonais. Nous sommes désolés, et c'est un petit problème technique. Nous sommes tous ici ce soir. Nous attendons donc encore des participants qui vont nous rejoindre. Nous sommes tous connectés. Nous souhaitions organiser une vraie conférence avec tout le monde dans une salle à Bruxelles, mais malheureusement, ça, ce n'est pas possible à cause de la pandémie de COVID-19. Mais nous ne voulions pas renoncer à cet événement. Et donc, nous avons décidé d'organiser cette première conférence ce soir en ligne. Et nous n'avons pas voulu renoncer parce que aussi la question de COVID-19 est très importante et il est strictement lié à la protection de la planète et de l'environnement. Donc, ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles nous avons voulu organiser cet événement ce soir. Donc, bienvenue encore une fois à tous les participants ce soir. Pour ceux qui nous ont rejoints maintenant, pour ceux qui parlent couramment l'anglais, je vous invite à nous suivre sur Facebook. Alors que les participants qui nous rejoignent sur Zoom peuvent choisir entre l'interprétation en français et en polonais. Et pendant la conférence, vous pourrez aussi poser des questions. Et je vous demande de ne pas le faire par micro, mais d'écrire un message, d'écrire votre question dans la boîte messagerie. Donc, nous envoyer un message. Et donc, comme ça, tout le monde pourra avoir accès à votre question. On pourra avoir un débat entre les participants et les organisateurs. Donc, nous attendons encore quelques minutes. Nous attendons encore des participants, mais poser des questions sans souci. Donc, ce webinaire est organisé un peu en deux parties. Dans la première partie, il y aura les intervenants qui nous présenteront leur discours, etc. La deuxième partie sera plutôt concentrée sur les questions et l'échange. Il y a M. Membe qui s'excuse parce qu'ils ont un problème de coupure de courant en Afrique du Sud, où il est. Et donc, peut-être il nous rejoindra. Il arrivera un peu plus tard. Donc, nous espérons vraiment de pouvoir l'avoir ce soir parmi nous. Si ce n'est pas le cas, nous l'inviterons la prochaine fois, mais nous voulons vraiment l'avoir et donc nous attendons encore quelques minutes s'il a la possibilité de nous rejoindre. Aude en Philippines.
Dites-moi quand vous pensez qu'on peut commencer la conférence. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit, il y a un bouton interprétation sur lequel vous pouvez appuyer. Et vous pouvez pousser voilà, sur le bouton français. Pour les intervenants aussi, l'interprétation est accessible, voilà, mais on interviendra principalement en anglais ce soir. So we are about to begin this first conference on the rights of nature. Donc, nous sommes déjà 200 personnes, 200 participants, c'est beaucoup. Je suis vraiment contente, heureuse d'avoir autant de participants. J'espère vraiment que vous aurez une bonne soirée ce soir. Je m'appelle Marie Toussaint. Je suis au Parlement depuis un peu plus d'un an maintenant. Moi, j'ai de l'expérience dans le droit de l'environnement. Et c'est ça qui me rapproche donc au droit de la nature. Donc, je suis contente d'avoir le soutien de mon groupe parce que la conférence d'aujourd'hui a été organisée aussi grâce au soutien donc de le Parti des Verts et de mon groupe. Et donc, moi et mes collègues et d'autres partis politiques, d'autres groupes sont ici ce soir et nous avons l'opportunité de lancer des initiatives à propos des droits de la nature. Donc, vous savez que l'Union européenne a toujours comme affiche l'unité dans la diversité. Donc, comme contrat social de l'Union européenne, c'est très important donc d'inclure la dimension sociale. Donc, c'est important vraiment de considérer cette philosophie, donc de créer une société qui nous considère toutes avec les mêmes droits, du point de vue de la démocratie et de la dignité aussi. Donc, nous essayons de lutter contre la pauvreté, de réduire aussi les inégalités. Nous essayons bien sûr de mettre fin aux guerres et aux conflits. Donc, nous faisons quelque chose qui est fondamental. Et donc, nous sommes convaincus que nous sommes partie de l'environnement dans lequel où nous vivons. Et donc, c'est important de considérer tout ça, même en considérant aussi le développement technologique. Et nous avons, grâce au travail de Philippe Despola, nous savons que cette façon de penser est aussi répandue dans le monde, aussi parmi les communautés indigènes. Nous savons aussi qu'en Afrique, une charte des droits de l'environnement adoptée en 82, sans que la nature est une partie du monde vivant. Et en 92, aussi dans les pays occidentaux, la nature est arrivée vraiment au cœur, à notre cœur. Et nous avons vu partout dans le monde vraiment une tendance de reconnaissance de la nature et de son rôle. Mais si nous y pensons, les droits de la nature sont aussi vraiment au centre de l'Europe et aussi d'importantes personnalités et nous savons dans notre cœur que nous appartenons à la nature, nous sommes partie de la nature. Et si vous pensez aussi au livre qui a été publié, La vie des arbres,
vous voyez qu'il y a vraiment de plus en plus la tendance à considérer donc les animaux et les plantes comme partie des êtres vivants. Donc, les arbres, les animaux, hum, ils nous aussi rappellent cette partie, cette dimension vivante. Nous avons, nous sommes en train de bâtir une nouvelle société grâce aussi à notre philosophe, parce que vous voyez, Adam Smith ou Karl Marx ont parlé des limites de la planète. Et avant eux, même les gens, les personnes, demandaient vraiment de prendre soin de la nature. La nature que nous devons défendre maintenant. Et maintenant, nous sommes en train d'aller de plus en plus vers la croissance. Mais c'est important aussi de considérer la nature et les limites de la nature. Et c'est important aussi vraiment de prendre tout ça en considération. Et aujourd'hui, c'est que le début. C'est le début, donc c'est la première conférence sur vraiment un mouvement philosophique et historique en Europe. Parce que l'Europe, c'est vraiment le seul continent où on ne voit pas la reconnaissance des droits de la nature dans son programme, dans son agenda. Mais il faut aussi réconcilier tout ça avec les slogans de l'Union européenne. Donc, reconnaître les droits des fleuves, des rivières, des océans, des animaux, des sociétés. Et il faut toujours aussi garder à l'esprit la sagesse de notre ancêtre et aussi des philosophes qui ont adressé ce sujet. Donc, ce soir, on parle d'unité et de diversité. Et ce sera le premier d'une série de conférences. Donc, un travail que nous voulons aussi faire pendant des mois pour vraiment lutter pour la reconnaissance des droits de la nature dans l'Union européenne. Mais vous verrez que nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous parlons de comment nous devrions changer, comme ce que nous devons changer dans notre perspective, dans notre façon de penser. Mais nous voyons vraiment villes, des initiatives de la part des citoyens. On a des déclarations des arbres, des rivières. Nous avons aussi les parlements locaux d'écosystèmes. C'est vraiment que nous nous rassemblons tous pour agir. Aujourd'hui, c'est vraiment je suis vraiment heureuse de pouvoir donner la bienvenue à 3 femmes qui s'occupent donc des droits de la nature, des droits humains. Nous donnons donc souhaitons la bienvenue à Valérie Cabanes, qui est une juriste internationale qui est spécialisée dans les droits humains, mais après avoir travaillé pendant 20 ans pour les ONG, pour la solidarité internationale, elle a aussi dédié tout son temps pour la reconnaissance des droits de l'environnement. Elle est vraiment le porte-parole du mouvement pour la reconnaissance des droits de la Terre et de l'ONG Notre Terre à tous. Elle est aussi une experte auprès des Nations Unies dans des groupes de travail qui étudient les droits de la nature dans le monde. Elle est aussi un membre du comité de direction qui s'occupe des droits de la nature. Donc, Valérie nous présentera un livre qu'elle a écrit, Homo Natura, qui a été publié en 2016, et après un deuxième qui est disponible en français et en anglais, donc le droit pour la terre. Et je donne aussi la bienvenue à Eva Kulis, qui est une chercheuse dans une université en Pologne. Elle est aussi une enseignante et professeure. Elle a écrit un ouvrage avec d'autres collègues où les relations de l'histoire et de la nature nous sont présentées, aussi
des différents conflits. Et après, nous avons Nathalie Hervé Fournereau, une chercheuse dans le centre de recherche et qui s'occupe aussi des ONG françaises. Elle coopère avec des ONG françaises et elle a travaillé pendant des années, des décennies, donc sur des politiques européennes. Elle est auteure d'études et d'ouvrages. Le dernier porte sur les populations autochtones. Et après, je te laisse expliquer le contenu de ton ouvrage. Je vous souhaite la bienvenue. Et, dans ce programme, il y a aussi un homme que j'espère pourra nous rejoindre, qui est vraiment un des principaux philosophes de notre temps, qui a écrit un ouvrage dont le titre Brutalisme, où il parle donc du colonialisme. Et son intervention était très importante, mais le problème de ce soir est qu'il a eu une coupure d'électricité et donc il n'est pas encore ici avec nous, mais j'espère qu'il sera en mesure de nous rejoindre, mais s'il ne vient pas, nous l'inviterons pendant notre deuxième conférence. Et nous avons des intervenants vraiment qui partageront avec nous des informations vraiment très importantes et j'espère qu'il sera en mesure de nous rejoindre bientôt. Et vous avez aussi l'opportunité de nous poser des questions. Je vois qu'il y a des participants d'Istanbul et d'autres pays. Et je répondrai à vos questions après. Nous essaierons de répondre à tout le monde. Your appreciation of nature rights, but also by sharing with us your knowledge on the rights of nature throughout the planet. Thanks. Yes, good evening to everyone. Thanks, Marie, for inviting me for this first conference. I'm very flattered. What I would like to share with you, I think, and it can be a good start then to debate and to think about this revolution of recognizing the rights of nature, is maybe to travel around the world and see how it's going in other continents, other countries. In fact, in Europe, the subject is little debated, but this is not the case on the other continents of the world. In South America, North America, the Pacific, South Asia, and Africa, ecosystems, animals, plant species have already been given legal personhood. And this is done in order to protect them from the harmful effects of the world's industrialization. Many peoples, even judges, have decided to recognize the rights of nature. The idea of codifying Earth-centered modes of governance first found a favorable echo in countries where, with a strong indigenous component, which saw the value of building a bridge between their representation of the world and their customary law and the written law of westernized societies in order to better protect themselves from the ravages of industrial activity. So the American continent is the first to have experienced this legal revolution. In Ecuador, since 2008, nature has had the constitutional right to full respect of its existence and the maintenance of its vital cycles and all the elements that make up an ecosystem. The precautionary principle is even constitutionalized and enshrined in the Constitution in order to prevent any extinction of species, destruction of ecosystems, or permanent alteration of their natural cycles. Nature can be represented and defended in court by any individual, community, people, or nation in the country, and has a right to restoration.
And even more, Ecuador is showing us the way in the application of these rights. You must know that 30 lawsuits at least, but it's going very fast, have been conducted on the basis of nature rights since 2008, and 2/3 of them have been won. Sometimes it was a mangrove winning in front of a shrimp industry. Sometimes it was a river winning in front of a road project. Sometimes it was the shark species in front of a huge boat, a Chinese huge boat, and even the crew has been put in jail because of that. And as a result, in Bolivia followed Ecuador in 2010 and enacted a law based on its constitution entitled Law of the Rights of Mother Earth. Then in Mexico, the states of Guerrero in 2014, Colima in 2019, and even Mexico City, which was formerly the Federal District of Mexico in 2017, recognized the rights of nature in their constitution. In 2018, that was in Brazil, that two municipalities, the one of Bonito and then the one of Pau d'Alho, decided to amend their organic law to recognize the rights of nature. And it happened also in the city of Santa Fe. Et ça s'est passé aussi dans la ville de Santa Fe en Argentine. Et après, au nord, aux États-Unis, les nations indiennes ont commencé à adopter des lois pour les droits de la nature, pour des écosystèmes spécifiques depuis 2016. Ça, c'est ce qui s'est passé pour la nation Ocho, pour la Ponca, pour la nation Nuco, pour d'autres groupes. Et donc, ils ont fait ça vraiment pour se protéger des activités industrielles sur leur territoire. Et donc, les droits ont été octroyés aux fleuves, aux rivières, à différents écosystèmes. Et donc, pour la première fois, un droit a été octroyé à les plantes qui est appelé manumine, qui pousse à Minnesota. Mais il faut souligner que la reconnaissance des droits de la nature s'est développée particulièrement dans ces communautés aux États-Unis, mais ce n'est pas trop répandu en Europe. Et beaucoup de villes américaines, depuis 2016, ont adopté des chartes pour la reconnaissance des droits de la nature. Et la ville de Toledo, au mois de février 2019, a voté dans un référendum à faveur de la reconnaissance des droits d'un lac. Et donc, ils ont octroyé au lac le droit d'exister. Et ça a vraiment une importance significative. Ça, c'était très, très important parce en octroyant des droits juridiques au lac, vraiment, poursuivre en justice les pollueurs. En Ouganda, en février 2019, une loi a été adoptée sur la base de laquelle la nature est devenue un sujet de droit, donc a le droit d'exister, de persister, de se régénérer, donc de structurer ces processus. Donc, tout le monde peut vraiment poursuivre ou intenter des actions en justice contre les pollueurs. Le gouvernement aussi a décidé de mettre en œuvre le principe de précaution pour la protection aussi des cycles naturels. En Tanzanie, il y a un projet concernant un des parcs les plus beaux de l'Afrique, mais aussi le fleuve Mara, qui sont devenus sujets de droit. Je suis sûre que vous avez entendu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, vraiment, c'est
premier à parler donc de territoires en danger sur son territoire, donc qui ont été reconnus comme des zones à risque. Et donc, des droits ont été octroyés à ces régions. Et donc, un accord a été signé avec le Parlement et ils se sont engagés vraiment à se rassembler et à protéger tous ensemble ces régions. Et ça, c'est très important pour le maintien de l'existence de ces régions. La deuxième partie de ce que je voudrais vous présenter, c'est que des fois, il y a un manque vraiment de volonté politique. Et dans ce cas, vraiment, on peut voir différents exemples. L'exemple de la Colombie est très important parce que les cours inspirent d'autres cours, dont les juges s'inspirent entre eux, de la Cour administrative jusqu'à la Cour constitutionnelle et la Cour supérieure. En fait, la Cour constitutionnelle en 2006 était la première à reconnaître des droits vraiment à une longue rivière et qui va être protégée contre la recherche d'or illégale ou contre d'autres activités. Et donc, la Cour a introduit le concept vraiment de loi interculturelle, donc en reconnaissant une interdépendance entre les ressources naturelles et les communautés indigènes qui vivent là. Et donc, les décisions de ces juges ont vraiment inspiré vraiment plusieurs décisions pour d'autres rivières, pour le Cauca, aussi pour le fleuve Plata. Donc, d'autres éléments naturels, comme des îles, sont devenus aussi des sujets de droit et qui donnent de l'eau à 80% de la population. Et la Cour suprême aussi de Colombie a décidé en 2018, sur la base de la plainte de plusieurs personnes, donc, à propos de la forêt amazonienne, a décidé d'un côté de reconnaître les droits à la vie à ces jeunes personnes et aux générations futures qui vivent dans la forêt amazonienne. Donc, ils ont été reconnus comme sujet des droits les générations futures. Donc, c'est la première fois. Mais de l'autre côté, ils ont aussi décidé d'octroyer une personnalité juridique à la forêt amazonienne. Donc, alors, sorry, wait a second, Valérie. Philippine, if you can turn off all the micro of the people except from the person who talks. Philippine, si tu peux, s'il te plaît, éteindre le micro de tous les intervenants. Non, je l'avais. Toi, tu l'as désactivé. Alors, c'est qui l'a désactivé? Alors non, là vous l'avez réactivé. Voilà, laissez-nous faire. Laissez-nous faire. On va désactiver. Voilà, vous êtes bon là. Vous touchez plus rien. On est bon. Merci beaucoup. So on the other side of the world, there have been also. Donc, l'autre côté de la planète, en Inde et en Asie, aussi de l'État indien du nord de l'Inde, la justice a reconnu donc le fleuve Gange en tant que fleuve sacré et donc lui a octroyé une personnalité juridique. Ça pour le sauvegarder donc de la pollution du fleuve et aussi pour le protéger de l'incompétence aussi des politiciens. Donc, une personnalité juridique a été octroyée au fleuve, mais aussi, je crois que le juge donc a reconnu les droits du fleuve, mais aussi des droits et des obligations
comme un être humain. Mais ça, à mon avis, c'est une erreur qui ne doit pas être faite parce qu'il faut reconnaître les écosystèmes, mais ces droits sont très spécifiques concernant le rôle qu'ils doivent vraiment jouer. Donc, il ne s'agit pas de donner des droits et des devoirs, comme il a été expliqué par des philosophes. On peut donner aux poissons des droits, mais il faut adapter ces droits aux poissons comme les droits qui sont adaptés aux êtres humains. Et donc, dans le deuxième jugement, le juge était plus a été vraiment n'est pas allé si au-delà des droits et donc il a seulement octroyé des droits comme des droits qui ont été donnés à des glaciers, des chutes, des sources d'eau, aussi aux prairies, aux vallées, aux forêts. Et donc, les droits qui ont été octroyés sont juste les droits à l'existence, à la reproduction, etc. Et ça, Nazi a produit un effet boule de neige. Des jugements ont été donnés dans l'État de Madhya Pradesh et aussi au Bangladesh. C'est en 2019. La Cour suprême donc, a octroyé donc, au lac, de majeur lac, la personnalité juridique. Et ça a été fait aussi pour tous les autres rivières du pays. Donc, mais en ce qui concerne l'Europe, nous sommes vraiment les derniers et je crois que nous pouvons aussi en discuter, mais ça aide aussi à la culture, aux valeurs que nous avons ici, à notre philosophie, mais aussi à notre façon de nous comporter, notre comportement vis-à-vis de la nature. Donc, aussi basé sur le dogme et l'idée de la croissance. Parce que nous sommes capables vraiment d'acquérir et d'exploiter toutes les ressources de la planète qui nous pensons être infinies, mais au final, elles ne sont pas. Et après, il y a plusieurs initiatives qui commencent en Europe, parce que comme Marie a dit dans son introduction de la conférence, vraiment la sensibilité des gens est en train de changer parce que nous nous sentons plus vulnérables. Nous comprenons aussi que nous dépendons aussi du bien-être des écosystèmes. Je suis française et je peux vous dire que en France, par exemple, il y a des principes dans la loi qui ouvrent la porte doucement aux droits de la nature. Par exemple, il y a un principe qui est le préjudice écologique, c'est comme un préjugé et donc où les dommages à la nature sont reconnus comme un juge qui a reconnu les dommages apportés à un écosystème marin. Et donc, le pollueur ou l'auteur est condamné à réparer les dommages qu'il a causés, au-delà de la présence de victimes humaines. Donc, nous sommes vraiment au point de reconnaître les valeurs du système. Il y a beaucoup d'initiatives en France depuis plusieurs mois pour plusieurs rivières comme la Loire, l'Escaut, qui traverse les Pays-Bas, la Belgique et la France pour la Loire, qui traverse la Suisse et la France. Nous avons aussi des demandes au niveau politique et des études qui ont été lancées pour la ville de Paris, pour la Seine. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées pour la métropole. Mais le premier territoire qui a pensé de faire cela, c'est la province de
Trinity Islands, à Nouvelle-Calédonie, parce que et ces îles sont occupées pour le 90% de populations indigènes. Donc ça, c'est très important. Et un traité a été signé vraiment pour rédiger leur propre loi environnementale qui a donné naissance à un code qui reconnaît donc la possibilité d'octroyer une personnalité juridique aux éléments de la nature. Donc en Europe, le mouvement est en train de se développer dans d'autres pays comme la France, les Pays-Bas. Le conseil municipal du nord-est du Pays-Bas, qui est à côté de la côte de mer du Nord, a présenté une motion vraiment pour octroyer ses droits à la mer. Et je sais aussi que dans les Balkans, il y a des initiatives pour reconnaître les droits donc des fleuves. Où il y a plus de 800 rivières dans ces régions et ça devrait être aussi devrait aussi inclure des lacs. Et je finis avec ça. Donc, les droits humains ne peuvent pas être assurés si on détruit si la nature est détruite, parce que nous sommes dépendants de la nature. Donc, pour préserver l'humanité, nous devons comprendre que nous devons aussi préserver les écosystèmes desquels nous dépendons. Et c'est une façon différente de nous positionner vis-à-vis du monde naturel duquel nous faisons partie dans une vision basée sur l'écosystème. Et donc, nous devons reconnaître le principe d'interdépendance comme vraiment la base de la loi et de la vie commune. Merci. Merci, Valérie. Je dois dire aussi vraiment ce que tu as mentionné, c'est-à-dire l'octroi des droits à la nature est en train d'être discuté aux Nations Unies. Et un travail est en place pour les reconnaître. Et si vous allez en ligne et vous cherchez des informations, vous trouverez toutes les informations concernant. Donc, je saisis cette opportunité avant de passer la parole à Evaculis. Je voudrais vous dire qu'on a des messages sur le chat. En fait, on dit qu'un fleuve en Éthiopie a été octroyé les droits. Donc, cela va un peu dans le sens de la reconnaissance des droits de la nature. Donc, je vous remercie pour cette information. Valérie, on a beaucoup de questions déjà sur le plateau. J'en ai une ici en face de moi. Je vais prendre la première question. Quelle est la différence entre les droits pour la nature et la personnalité juridique? Donc, je vous laisse cette question et si il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Donner des droits en général à la nature et donner la personnalité juridique, c'est ça la question? Oui, c'est une très bonne question. Donner des droits à la nature, octroyer des droits de la nature, ça signifie octroyer des droits à chaque écosystème. Mais les systèmes ne sont pas les mêmes. Par exemple, en Équateur, il y a la reconnaissance du droit à la nature en général parce qu'il met ce droit dans la Constitution, à l'article 72, 73, qui porte sur les droits de la nature et nous explique comment ces droits
sont octroyés et comment tout citoyen ou organisation peut saisir la justice au nom de la nature. Mais quand ils le font pour des écosystèmes spécifiques, pour des espèces spécifiques. Ça peut être un fleuve, ça peut être une rivière, etc. Donc, c'est la manière la plus concrète pour reconnaître la voix de la nature dans toutes ses expressions. Les écosystèmes, mais aussi les espèces sont reconnus comme éléments de la nature, mais aussi les cycles biochimiques peuvent être l'objet d'un droit de nature. Donc, oui, moi, je préférerais que la nature, qu'on puisse reconnaître les droits de la nature en tant que ensemble. Mais au niveau politique, il y a des problèmes là-dessous. Et donc, ils ont trouvé un accord en Nouvelle-Zélande pour des espèces spécifiques, mais pas dans l'ensemble des espèces. En Nouvelle-Zélande, on a trouvé des solutions là où il y avait une tradition ancestrale, là où on a reconnu qu'il y a un système, ou s'il s'agit d'un écosystème emblématique. Pour la même chose pour la fleuve Éthiopie, qui est le fleuve le plus important. Il s'agit d'un fleuve symbolique et donc c'est pour cela qu'il a été reconnu. Au Bangladesh, on a commencé avec un fleuve et puis on a continué avec toutes les autres fleuves. Même chose pour la Colombie, où on a commencé avec une ressource naturelle et puis on est allé de l'avant. Donc, il s'agit d'une stratégie, c'est une stratégie, mais finalement, si on saisit la justice, quelqu'un peut parler à la place d'un écosystème. Merci. Et voilà, ça c'est aussi l'idée de la conférence, de un peu répondre aux questions qui sont posées. On a des questions qui nous arrivent sur le chat et c'est pour ça qu'il faut les discuter, il faut voir un peu l'approche européenne et voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Maintenant, je voudrais rendre la parole à Eva Kulis. Moi, je disais déjà qu'elle parfois la politique oublie l'environnement. Ça, c'est un peu notre histoire, si vous voulez, mais pas beaucoup de personnes en Pologne, c'est vrai, parlent du droit de la nature, mais vous avez écrit un livre sur le droit de la nature et sur la nature même. W czasie Twojej prezentacji chciałabym się skoncentrować głównie na prześledzeniu relacji między konfliktami zbrojnymi, katastrofami naturalnymi. Je voudrais me concentrer sur les génocides et l'écocide qui sont des éléments simplement liés. À l'instar des exemples qu'on a de l'histoire sauf Heinz Travers, qui l'histoire du XXe siècle, est l'eau négatif qui va vers l'autodestruction. Et donc, je vais attirer votre attention sur les phénomènes interdépendants de conquête territoriale, de destruction des ressources naturelles et des actes de génocide. Je vais faire un lien entre ces phénomènes. Postaram się odwołać również do wybuchu reaktora w czasie katastrofy w Czarnobylu.
Je vais terminer ma présentation avec les désastres en général. Et puis, je vais tâcher de parler de la position de privilège que l'homme a par rapport à la nature. Après cette introduction, nous avons je voudrais vous présenter l'essai de George D.D. Evans, Ecorse, qui après avoir visité le musée de Auschwitz en Pologne, il a fait des délibérations avec les descriptions des éléments de l'arbre, notamment l'écorce. Et il tâche de créer des liens avec les camps d'extermination qui étaient utilisés par les nazis pour exterminer les juifs. En fait, d'après l'auteur, ces écorces ont le désespoir des morts dans ces écorces. C'est le désespoir des morts, on peut le trouver aussi dans les fleurs, dans l'eau de bouleau et dans les lacs qui sont présents dans le site. Nous devrons nous souvenir que ce silence qui est décrit par ces arbres nous donne un témoignage important. Même d'un point de vue philosophique, on pourrait dire que la nature a été vue comme témoin des atrocités humaines. Et dans beaucoup d'occasions, cela s'est passé. Nous avons des exemples, en fait, dans la littérature qui nous arrivent. Les forêts étaient utilisées comme masquer des meurtres. Par exemple, des cultures de lupins ou des grosseilliers étaient utilisés pour masquer les génocides ou les actes de violence perpétrés par les hommes. Et si on revient à l'histoire, nous avons des exemples comme le massacre de Exgershov qui était décrit comme le fait d'enterrer des personnes dans des masses communes, dépriver les personnes d'une individualité et aussi mettait sur le même plan un humain avec un animal. Et puis, cela s'associe avec la chasse qui était perpétrée par les personnes. Który wspominał o tak zwanych krajobrazach myśliwskich i o procesie polowania na ludzi, które wyglądały bardzo podobnie jak polowanie na zwierzęta. Bardzo często też w literaturze pojawiają się takie wzmianki świadków, którzy wspominają o tym, że natura mogła pełnić czynnik nie tylko maskujący zbrodnie, ale też taki pomagający przetrwać im w czasach zagłady. I tutaj chciałabym się odwołać do różnego rodzaju relacji, które o tym mówią, zwłaszcza zaś do książki Witolda Szabłowskiego zatytułowanej Sprawiedliwi zdrajcy, sąsiedzi z Wołynia. W książce tej Szabłowski opisał historię walk między Polakami a Ukraińcami, do których dochodziło w roku 1943 na Wołyniu. Sprawiedliwi zdrajcy to określenie Ukraińców, którzy pomagali przetrwać Polakom w czasie trwania czystek etnicznych. Ci ocaleńcy niejednokrotnie mówili o tym, że nie byłoby to możliwe
bez działania tej dobroczynnej roli przyrody. Bardzo często wspominali, że udało się im przeżyć na przykład dzięki ukryciu w konarach drzew lub przez... Il a affirmé que tout ça, ce n'était pas possible sans l'aide de l'environnement naturel, parce que les personnes se sont cachées donc dans des endroits naturels, des cachettes naturelles. Et tout ça a été un sujet de débat parce que pour la première fois, la référence au génocide a été utilisée. Donc, le massacre de Wohin a été accompagné par la destruction du paysage naturel. On a des vergers et beaucoup d'autres endroits qui ont été détruits et beaucoup de personnes aussi ont été tuées. Et les descriptions étaient très spécifiques parce que les os des victimes dans ce lieu maintenant sont vraiment enracinés dans le terrain. Donc, ici, nous avons vraiment un mélange entre les éléments humains et non humains. Donc, les traces matérielles du crime sont vraiment été extraites, sont arrivées en surface grâce à la nature. Les cadavres qui avaient été cachés, qui étaient cachés au fond des eaux, par exemple. Et tout ça représente aussi un lien avec les témoignages des victimes de désastres naturels. Les plantes, par exemple, les plantes pendant le désastre de Tchernobyl ont été irradiées et des caméras spéciales ont montré comment les plantes peuvent vraiment raconter leur propre histoire et parler de leur propre histoire. Et ça a montré aussi que les plantes étaient plus résistantes que les êtres humains. Et cet accident nous a fait sentir vraiment petits parce que les corps des victimes et des personnes affectées se sont détruits, alors que les plantes sont des témoins des événements qui se sont passés. Et un autre élément de dépassement de cette limite entre les espèces, des divisions entre les espèces, peut être trouvé dans l'œuvre de Svetlana Alexeyevich dans son reportage donc sur le désastre de Tchernobyl, où on montre que l'explosion du réacteur a eu des formes humaines et non humaines. Et la technologie aussi a joué un rôle important parce que le moyen à travers lequel l'homme essaye de légitimer sa présence sur la Terre est devenu un moyen de destruction. Et donc, chaque être humain est en relation avec le non-humain, que ce soit dans la nature ou dans le domaine technologique. Donc, il faut mentionner aussi la participation des robots dans ce désastre, dans l'explosion de réacteurs. Parce que les radiations étaient si fortes que ils ont détruit même les robots. Donc, ça veut dire qu'un travail qui était censé être fait par des machines a dû être fait donc par des personnes qui ont été appelées comme robots vivants. Et un travail qui a été accompli sur la base d'instructions très strictes. Et donc, les classifications traditionnelles d'humains et non humains ont été mises en question. Et le désastre nucléaire du 26 avril donc de 1996 ouvre une vision apocalyptique. Ce désastre nous montre quel est le prix à payer
pour cette vision que nous avons de la société, donc de l'exclusion de la nature de notre monde. Mais les animaux sauvages, par exemple, les ours, alors que les oiseaux ou d'autres animaux peuvent vivre sans nous. Et donc, la nature peut vraiment continuer sans les êtres humains. Mais est-ce que les êtres humains peuvent survivre sans la nature? Donc, les problèmes écologiques d'aujourd'hui se posent après cet apocalypse, après le génocide et les désastres de Tchernobyl. Et ça a développé vraiment une attitude basée sur l'éthique et les soins, et donc une attention afin que ces événements ne se reproduisent pas dans le futur. Donc, nous devons établir et créer une approche différente basée sur l'éthique, parce que les ressources naturelles et les espaces naturels peuvent aussi créer des conflits, des génocides, des écocides. Et donc, ça, c'est très important à considérer. Les zones vertes et la pollution qui avance à une vitesse sans précédent. Les événements du XXe siècle ont vraiment montré clairement que ces événements de ce siècle marquent la fin de l'humanité. Merci. Thank you so much, Eva. I believe that Merci beaucoup, Eva. Je crois que quand nous regardons vraiment l'histoire, à notre relation avec la nature, vraiment quand nous voyons comment la nature survit et a la possibilité aussi de le voir comme partenaire, de voir la nature comme un partenaire, ça nous stimule beaucoup, nous pousse vraiment à penser. Et comme je disais, dans ton pays, vous ne parlez pas beaucoup des droits de la nature. Et quels seraient, à ton avis, dans ta perspective, les défis les plus importants pour la reconnaissance des droits de la nature? Je sais que c'est vraiment une question très large. Je crois que le plus grand défi ou obstacle dans ce sens-là, c'est vraiment d'accepter la situation. Que les êtres humains ne sont pas l'espèce dominante. Et donc que nous intervenons dans la nature, que nous avons une interaction avec l'écosystème. Et donc, nous savons qu'en Pologne, ces droits de la nature ne sont pas respectés et nous savons qu'il y a une certaine exploitation de la nature, comme les minières et d'autres problèmes. Et donc, il faut vraiment sensibiliser les personnes à ne pas exploiter la nature. Je crois que c'est là le défi le plus grand, ensemble avec aussi l'action politique qui est nécessaire. Je crois que ces problématiques ne sont pas vraiment en ligne avec la perspective politique actuelle du pays. Et cela, c'est vraiment un des défis principaux pour vraiment mettre en œuvre cette révolution. Je crois qu'il y a aussi des personnes qui ont le même problème. Et en ce qui concerne M. Mbembe, nous n'avons pas encore de nouvelles de sa part. Donc, merci beaucoup, Eva, pour ton intervention. Bien sûr, les droits de la nature ont un impact très, très important. C'est pour ça que maintenant, je donne la parole à Nathalie Hervé-Fourneau, qui nous accueillons vraiment avec un grand plaisir. Tu travailles depuis vraiment longtemps sur les droits de la nature et les droits de l'environnement. Et
donc, tu peux nous présenter vraiment quels sont les défis principaux, les éléments principaux. Merci beaucoup, Marie, pour ton invitation à participer à ce débat très important, très intéressant. Donc, bonsoir tout le monde. Je voudrais partager avec vous certains points liés à la reconnaissance des droits de la nature, surtout sur la base de la législation européenne. La législation européenne vraiment un élément important dans la reconnaissance des droits de la nature. Et malgré le fait qu'il y a vraiment une certaine corpus législatif qui s'occupe de tous ces points, on n'a pas une action efficace pour la lutte au changement climatique. Et tous les transformations du cadre de protection environnementale vraiment sont importantes pour créer des solidarités et socio et écologiques sur la base de ce qu'on appelle le Green Deal. Et la communauté aussi des juristes environnementaux partout dans le monde, ça sait très bien quelles sont les nécessités. Il y a des écarts en termes de protection de la nature. Et pendant plusieurs années, des solutions ont été proposées et d'autres ont été aussi testées. Et la reconnaissance des droits de la nature est peut-être une des voies à suivre aussi au niveau européen. La reconnaissance des droits de la nature est strictement liée aux droits des communautés indigènes dans certains systèmes juridiques. Et le mouvement des droits de la nature est activement aussi promu et soutenu par des ONG avec le soutien des organisations des Nations Unies et la résolution de l'harmonie avec la nature. Au niveau de l'Union européenne, il y a plusieurs voix qui se sont levées en demandant une reconnaissance juridique explicite. L'initiative des citoyens européens, une autre initiative de 2012 pour les droits de la terre, aussi l'initiative du Parlement européen Missing Pieces of the Puzzle en 2017, ou la Charte des droits fondamentaux des droits de la nature de 2019. Et maintenant, cette conférence, cette première conférence, tout ça montre l'importance croissante de ces problèmes dans l'agenda de l'Union européenne. Cette mobilisation sociale au niveau de l'Union européenne et ainsi la mobilisation des jeunes et des communautés indigènes dans le contexte aussi des disputes crée vraiment une contribution réelle vis-à-vis d'une mise en œuvre efficace d'une législation qui puisse protéger l'environnement. Et donc, ça aussi demande à plusieurs États membres ainsi à l'Union européenne de mettre en place des bases pour l'intégration européenne. Et sur la base du temps qui m'a été donné ce soir, je voudrais me concentrer sur 3 points pour lesquels je n'entrerai pas dans les détails. En tant que remarque préliminaire, c'est important vraiment de garder à l'esprit des spécificités du cadre juridique européen. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas la compétence des compétences. L'Union européenne n'exerce pas la même compétence pour toutes les politiques qu'il mène. L'Union européenne a développé un cadre juridique très fort pour préserver et améliorer le cadre environnemental des États membres. Et c'est important aussi de souligner que l'Union européenne s'engage en tant que leader international dans la protection de l'environnement. Et ça,
demande aussi des efforts importants qui doivent encore être mis en œuvre. Ce qui concerne aussi, par exemple, les conditions d'accès à la Cour de justice de l'Union européenne pour les ONG. Et la Carte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne reconnaît pas le droit à l'environnement, contrairement à plusieurs États membres. Et après, sous la base du traité et de la Carte des droits fondamentaux, il y a un niveau de protection environnementale qui est très élevé, qui est demandé pour promouvoir aussi un système de développement durable. Cela dit, il y a d'autres points que je voudrais discuter avec vous ce soir. Le premier point est lié à cette fureur médiatique autour de la reconnaissance des droits de la nature et sa valeur ajoutée potentielle. Et surtout pour améliorer et renforcer la protection environnementale de la part de l'Union européenne. Et il faut aussi prêter attention au contenu de ce droit. Et je crois que c'est vraiment très important de considérer aussi ce que ce mouvement de protection aussi des droits de la société veut nous dire. Aussi, sur la base de ce que l'Union européenne peut faire en termes de protection environnementale. Vision of living together in harmony, both human and non-human beings, this philosophical question clearly challenges the law. Cette question philosophique est une question importante dans les pays occidentaux. Si la loi est l'artisan des limites, la loi est aussi l'artisan des relations qui reflètent les valeurs d'une société à un moment donné. La valeur intrinsèque de la nature et l'exigence d'une approche écosystémique ont déjà été reconnues par des directives de l'UE à la lumière de la Convention internationale sur la biodiversité. Un autre exemple, ça pourrait être la directive nature pour rétablir les habitats naturels et les populations des espèces de la faune et de la flore sauvage, tout en prenant en compte la protection des écosystèmes, son fonctionnement et l'intégrité des sites naturels. Un autre exemple, ça pourrait être la directive sur la responsabilité environnementale qui porte sur le dommage environnemental, mais qui a des répercussions sur la distribution à long terme de la nature ainsi que de la structure et les fonctions des habitats naturels. Mais je crois que le mouvement du droit de la nature nous invite à aller de l'avant. La protection juridique de la nature ne doit pas être uniquement basée sur des données scientifiques. Elle a besoin d'intégrer des aspects éthiques, culturels, le pluralisme et tout cela dans le cadre du rapport entre l'humain et l'inhumain, bien au-delà des rapports économiques. Le droit pour l'environnement sain et le respect des droits humains pour les générations à présent et à futur. Il y a beaucoup d'initiatives là-dessous pour renforcer une démocratie participative. Toutes ces questions
les valeurs intrinsèques, les relations émotionnelles et culturelles, les nouvelles formes de démocratie et justice, l'accès à la justice et la protection juridique qui sont promus par de différentes juridictions ainsi que des mouvements pour la nature. Tout cela est crucial pour obliger les autorités publiques au respect des lois en matière de protection de l'environnement, mais aussi pour renforcer le cadre de la protection de la nature de la part de toutes les politiques européennes et des États membres. Ma deuxième remarque porte sur le risque potentiel d'une couverture excessive médiatique du droit de la nature. Ça pourrait sembler paradoxal, mais la question de la reconnaissance des droits de la nature n'est pas une question neutre ou une question technique. Il s'agit sans aucun doute d'une question très philosophique ainsi que politique, controversée et qui est mise dans le contexte juridique. Mais il est important d'éviter tout risque de malentendu ou de simplification manichéenne qui pourrait engendrer des disputes dogmatiques en matière. Nous n'avons plus temps pour être divisés. Nous n'avons plus temps pour les divisions. Nous devons promouvoir des arguments légaux robustes pour convaincre les décideurs. Je crois qu'il est important aussi de connaître les risques de l'instrumentalisation de ce débat qui porte sur les droits de la nature. Mais on ne peut pas voiler d'autres solutions légales qui sont proposées dans le cadre de la protection de la nature de la part de l'UE, comme par exemple la théorie des ressources naturelles communes ou la reconnaissance du crime d'écocide ou des solutions vertes qui sont discutées au niveau européen. Face à l'urgence et à la gravité des thèmes environnementaux, la reconnaissance des droits de la nature n'est pas la seule solution et ça ne peut pas jouer le rôle du cheval de Troie pour ne pas agir. Nous devons aller de l'avant et nous ne pouvons pas oublier la nécessité de contrecarrer toute régression de la protection environnementale. Dernier point, dernière remarque, le rôle potentiel et la place que le droit de la nature occupe dans la loi UE. Comme je le disais tout à l'heure, les difficultés de la protection de la nature par l'UE sont connues. Donc, il ne s'agit pas seulement des difficultés liées au projet et à la mise en œuvre des politiques environnementales, mais aussi sur une intégration insuffisante des exigences environnementales à la fois dans les politiques internes et externes. Le débat qui est en train de se dérouler au niveau européen est important pour augmenter pour mener de l'avant cette bataille. Nous devons trouver des approches légales qui sont possibles ou pas pour promouvoir le droit de la reconnaissance à la nature. Je n'ai pas beaucoup de temps pour aller dans les détails, mais en tout cas, je vous ai présenté tous les scénarios, par exemple, l'interprétation de la loi d'une façon différente, la mise en place des lois existantes ou changer des lois. Donc, on a beaucoup de stratégies qu'on pourrait mener de l'avant. Le Green Deal aussi, ou les stratégies de l'UE, comme la stratégie pour la biodiversité 2020, appelée Bringing Nature Back into Our Lives, qui a été adoptée cette année, c'est un pas
mais il faut aller de l'avant. Il faut renforcer une approche axée sur les droits à travers une approche intégrée. Nous devons aussi renforcer l'intégration des exigences environnementales dans toutes les politiques de l'UE, en particulier dans les politiques financières et commerciales. Il faut trouver un nouveau équilibre à l'intérieur des intérêts qui existent. Nous avons aussi besoin d'améliorer les mécanismes de prise décisionnelle avec une articulation de la démocratie qui soit mieux représentée. Nous avons aussi besoin de renforcer la mise en place des cadres juridiques environnementaux qui existent déjà, et tout cela pour protéger la nature et pour trouver des intérêts collectifs comme les intérêts qui portent sur les droits des peuples indigènes. Il faut aussi considérer que les États membres peuvent promouvoir la reconnaissance des droits de la nature en vertu de leur cadre juridique et tout en respectant la loi de l'UE. Et tout cela au travers des 8 programmes de l'action environnementale qui a été lancé par l'UE et du programme de l'UE appelé Turning the Trends Together. Et le Parlement européen a un rôle à jouer pour donner plus d'espace à l'humain et à l'inhumain. Merci et désolé si, je me suis exprimé beaucoup. C'était très bien, Nathalie, merci. Merci, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Donc, on va se tourner vers une question dans le chat et puis on aura une clôture de la part de Valérie et Nathalie. Il faut avoir un horizon global. Il faut penser à ce que la nature à la place que la nature peut jouer à l'intérieur de l'histoire, à la nature de la culture et de la société européenne. Et aussi voir un peu où on est, l'état de l'art, de la nature au niveau européen. Donc, cette approche que vous avez donnée est très positive là-dessous. Vous avez décrit ces scénarios et nous montré la voie dans le domaine du respect des droits de la nature. Donc, nous avons les expertises, nous avons les lois, mais il faut aller de l'avant et proposer des actions tangibles. Nous avons beaucoup de questions là sur comment agir et mais voilà, ça c'est un peu l'avenir pour nous. Donc, si vous voulez travailler avec nous, si vous voulez coopérer avec nous, je vous invite à nous envoyer vos propositions pour entamer des discussions, pour penser à des actions qu'on veut promouvoir tous ensemble. Donc voilà, je vais choisir une question. Désolé pour toutes les autres questions, mais on en a vraiment beaucoup. N'hésitez pas à les envoyer par mail. Donc j'ai une question qui est très politique, d'après moi, et dont on a déjà un peu parlé. Si on accorde une voix à la nature dans des tribunaux, ou qui sera la personne qui parle à la place de la nature? Ça serait un ONG, ça serait une personne, ça serait un scientifique qui va physiquement au tribunal pour vraiment saisir la justice et la représenter devant la justice. Donc, comment
tout cela va se traduire au niveau de l'UE. Comment donner la voix à la nature? C'est ça vraiment le thème, parce que c'est l'une des questions qui a été débattue. Donc, je vais commencer avec Nathalie et puis on va. Merci. I turn to French. It's better. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent justement revendiquer le statut de gardien sans forcément reconnaître les droits de la nature. Déjà maintenant, que ce soit la Commission européenne, que ce soit les institutions européennes, nos États membres, l'environnement et la protection de la nature sont d'intérêt général, donc c'est leur devoir de faire en sorte d'aller éventuellement devant la Cour. Et donc, c'est un message que je donne aussi aux parlementaires. Ça serait intéressant de voir les parlementaires et le Parlement européen avoir une certaine cohérence entre son discours et ce qu'il dit quand il est dans l'enceinte de la Cour de justice. Donc, je pense que sur cette question, qui peut porter la voix, déjà maintenant, les institutions, les autorités publiques peuvent porter la voix. Les organisations non gouvernementales et le public aussi. Le problème auquel on est confronté actuellement, c'est cette question de l'accès à la justice dans le cadre du contentieux de la légalité devant la Cour de justice de l'Union européenne et la position assez, je dirais, restrictive de la Cour de justice par rapport à l'accès devant elle, des ONG et du public. Donc, Nathalie, oui. can I just really quickly just say that Très rapidement, Nathalie, elle a dit que nous, on peut donner une voix à la nature, à l'intérieur des institutions. Les individus peuvent jouer un rôle. Et l'une des difficultés que nous avons, c'est qu'il est très difficile pour les ONG ou les individus de saisir la justice. L'autre aspect que vous évoquez, ça peut être aussi, si on prend ce qui est dit dans la Constitution équatorienne et ce qu'on a, nous, en droit de l'Union, c'est évident que l'action populaire, c'est-à-dire l'action où tout le monde pourrait être le gardien d'eux, en l'état actuel du droit de l'Union, on n'a pas cela. On n'a pas cette possibilité puisque les conditions sont bien prévues par le traité et l'interprétation aussi stricte que soit-elle par la Cour. On ne peut pas pour l'instant aller vers une reconnaissance de l'action populaire comme on a dans d'autres États ou comme on a au Portugal. Donc c'est évident que dans ces cas-là, nos États membres, au niveau de leurs procédures qu'ils peuvent prévoir, éventuellement, ils peuvent aller vers une logique d'action populaire, c'est-à-dire une action ouverte à tout le monde. Mais pour l'instant, en droit de l'Union, là, c'est vraiment un frein. Alors, est-ce qu'il faut aller au-delà? Est-ce qu'il faut imaginer des actions populaires ou élargir tout simplement les conditions d'accès aux ONG, qui seraient dans ces cas-là les gardiennes? Bon, c'est autant de pistes auxquelles on peut réfléchir, mais c'est vrai que ça, c'est une problématique juridique qui nous bloque. Okay, thank you, Nathalie. So I hear. Merci, Nathalie. Je crois que Facebook va avoir tout. J'espère que tout le monde a compris. Eva, maintenant, si vous voulez nous donner votre point de vue sur cette question. En fait, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Nous devons vraiment agir ensemble à travers une approche systémique. La nature est représentée au niveau de l'Union européenne. Peuvent être représentées au niveau européen. Peuvent être soutenues, mais on par exemple, par aussi l'éducation, dans d'autres domaines, parce que chaque personne mener de doit l'avant des apprendre actions à au niveau l'école de l'éducation, les par droits de la exemple. nature et en particulier dans mon pays ou dans les pays comme le mien, c'est important de changer vraiment la façon de penser des personnes vis-à-vis des ressources, le recyclage. Et c'est important pour moi de partir de la base pour nos communautés, donc partir des communautés
et de là arriver à un niveau plus élevé. Mais c'est important de partir vraiment de l'éducation, de l'instruction. Et maintenant, la parole est donnée à Valérie. Yeah, I will add two elements. The first one. Je vais ajouter 2 points. Le premier, qu'il ne faut pas oublier que si nous reconnaissons les droits de la nature au niveau de l'Union européenne, j'espère que chaque membre après pourra transposer tout ça au niveau de la législation nationale. Et comme ça, l'action en justice peut être introduite d'abord au niveau des pays membres et après au niveau de la Cour de justice. Et donc, j'espère que chaque État membre trouvera une façon à travers l'action populaire. Si je pense à la France, par exemple, nous avons ce système qui peut vraiment organiser des actions de groupe pour la protection de la biodiversité et qui doit passer par des ONG qui sont reconnues pour la protection de l'environnement. Donc, ces ONG peuvent intervenir dans la loi, par exemple. Mais quand on parle d'une rivière, on ne parle pas seulement de l'eau, on parle des poissons, des alentours, des personnes qui vivent aux alentours de la rivière. Et donc, nous devons vraiment considérer ces 2 aspects. Nous avons besoin d'une démocratie écologique. C'est ça dont nous parlons maintenant. Nous parlons vraiment de projets et de considérer aussi les territoires. On essaie donc d'avoir aussi cette partie dans les décisions. Donc, s'il y a un problème, on peut aller en justice. Et il y a des experts aussi qui témoigneront aussi dans l'intérêt vraiment de la nature. Et ça, c'est très important. C'est juste pour ajouter des points à ce qui a été déjà dit. Merci Valérie. Je sais que ça, c'était ta conclusion. Ou si ça va pour toi, on le considère comme ta conclusion. Oui, oui, le mot, c'est vraiment la démocratie écologique. C'est le mot final. Merci beaucoup Valérie. Nous sommes presque 200 participants en ligne, donc je te demande de rester. Parce que maintenant, je donne la parole à Eva, mais nous avons une vidéo sur l'initiative des droits des rivières. Mais je donne vraiment la parole à nos intervenants et après, on regarde la vidéo. Donc, Nathalie, je vois que tu es prête à parler. Le mot de la fin, comme on dit. Je pense que l'initiative que vous avez lancée est une belle initiative. Et je pense, entre guillemets, si vous réussissez à mobiliser les autres groupes parlementaires du Parlement européen, c'est vraiment l'occasion de pouvoir aborder les différents enjeux que j'ai cités dans ma contribution. Et c'est le dernier mot de la fin que je vraiment voudrais dire, c'est une belle initiative, mais faites attention à ne pas vous faire instrumentaliser. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça pourrait vraiment bloquer différentes évolutions où on pourrait, entre guillemets, eh bien, avoir une vision un petit peu péjorative de cette problématique. Donc, je pense que c'est extrêmement important d'avoir ça en tête pour éviter des malentendus, comme je les ai cités tout à l'heure. Voilà, ce serait mon dernier mot de la fin. Là. Thank you, Nathalie. It's really important for us to bring everyone. Merci, Nathalie. C'est vraiment très important, vraiment, de coopérer tous ensemble. Et j'espère vraiment d'avoir un résultat au Parlement parce que nous avons obtenu vraiment un bon vote. On a eu beaucoup de votes.
nous avons perdu pour seulement 25 votes. Ça veut dire qu'une grande partie du Parlement était de notre côté. Nous voulons vraiment garder ce socle que nous avons atteint. Donc, nous sommes contents d'avoir vraiment beaucoup de personnes avec nous. Nous voulons tout le monde avec nous. Eva. Je voudrais vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité de participer à ce débat. C'est vraiment très important pour moi. Et je voudrais aussi faire un petit résumé. Je soutiens vraiment toutes les opinions qui ont été partagées aujourd'hui et je me réjouis de pouvoir travailler tous ensemble pour partager notre détermination pour le soin de la nature et pour une vision vraiment éthique de la planète et de la nature. Merci beaucoup, Eva, de vous avoir ce soir pour les droits de la nature et vraiment pour lutter, pour faire de la pression sur ce sujet. C'est dommage qu'Achille Bembe n'a pas pu nous rejoindre, mais je suis sûre qu'il sera avec nous dans notre prochaine conférence. Parce que comme j'ai dit, ça, c'est seulement le début, c'est la première d'une série de conférences qui s'adresse aux experts, mais aussi vraiment à tout le monde et ouvert à tout le monde pour soutenir les droits de la nature. Nous travaillons aussi avec la Commission, mais des représentants de la Commission sont avec nous ce soir. Et la prochaine conférence aura lieu le 10 novembre. On adressera le sujet du statut législatif, donc des écosystèmes. Donc, nous serons en mesure de répondre à des questions très importantes auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre aujourd'hui. J'espère pouvoir avoir M. Membe à la prochaine conférence, aussi Mme Valencia de la Colombie à la prochaine conférence dont Valérie a parlé un peu. Et après, Laurent Fombostier, aussi experte, et Kani Railf de l'Estonie, qui est membre du Centre pour l'environnement estonien. Et donc, dans les prochains mois, nous inviterons aussi des chercheurs, des professionnels, des représentants de l'ONG pour vraiment pouvoir débattre et parler de ce sujet. Et vraiment, je remercie tous les participants et n'hésitez pas à nous envoyer des questions sur Facebook ou aussi sur Zoom. Et si vous avez encore des questions que vous voulez nous envoyer à nos participants, je vous prie de nous envoyer et après nous les transmettrons aux intervenants. Je remercie tous les interprètes et mon équipe, en particulier Philippine, qui a beaucoup travaillé pour organiser cet événement et le reste de mon équipe. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et maintenant, on termine avec une vidéo sur les droits des rivières. C'est une vidéo de 2-3 minutes et vous ne regretterez pas de l'avoir regardée. Okay. À bientôt. Au revoir. If we manage to launch the video. Is that okay, Philippine? Yes, I'm so sorry. I just need 1 second because I'm not the host anymore. Désolée, nous avons juste besoin d'encore 1 minute pour lancer la vidéo. Mais elle arrivera bientôt, elle partira très bientôt. Everyone is still here, so it's fine. Tout le monde est encore là, personne ne nous a quittés.
On peut t'aider, Philippine? Ou pas? Okay, I'm so sorry. I think I will share the video on the Facebook event, if that's fine, because I can't share it now. But I will share it on the Facebook event now. It's a great video. Donc, la vidéo sera partagée sur l'événement Facebook. Et donc, si vous consultez la page Facebook, vous pouvez regarder la vidéo. Ou sinon, vous pouvez aussi regarder la vidéo sur la page de l'événement. Et vous pouvez aussi le partager. Merci Philippine, il n'y a pas de souci, ça va. Et au revoir tout le monde.